Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Ex-député du Bloc québécois dans Abitibi-Témiscamingue, il est mon invité comme analyste politique, tant au fédéral qu'au provincial. Alors, mesdames et messieurs, M. Marc Lemay. M. Lemay, bonsoir. Bonsoir. M. Lemay, juste une mise au point qu'on va faire toujours aussi avant chacune de nos émissions, c'est qu'il faut dire que cette émission-ci, qui est diffusée le 7 de mars, a été enregistrée le mardi, le 21 février 2012, parce qu'entre le 21 février et le 7 de mars, on ne sait jamais en politique, il peut se passer une mer de choses. Oui, mais je serais fortement surpris que la mer ne soit pas aussi calme d'ici le 7 mars, pour plusieurs raisons. Oui, parce qu'il y a les congés scolaires en Ontario et au Québec. C'est ça. Donc, l'Assemblée nationale et la Chambre des communes sont pas mal au ralenti. Et à partir du 7 mars, c'est les budgets. Oui, aussi. Alors là, c'est parce qu'on ne le sait jamais aussi. Quelle annonce que M. Lemay pourrait nous faire, on ne le sait jamais. Ça, bon. De toute façon, on va parler de politique. Parlons de politique. Parlons de politique. Monsieur Lemay, on va commencer, si vous me permettez, par la politique provinciale. Le plan Nord. Pour quelques-uns, et pour plusieurs, c'est une mine d'or. Pour d'autres, sont contre le plan Nord. M. Charest dit que ça va avoir des retombées, investissements et tout. On parle de 80 milliards. Oui, ce n'est pas des petits sous, c'est beaucoup. On parle d'une création de 20 000 emplois et plus. Pourquoi? Pourquoi que... Où on va les créer, les 20 000 justement, emplois? c'est que pourquoi que tant sont contre et tant sont pour? La première des choses, la première question, M. Lemay, vous allez me dire, pour vous, c'est quoi le plan Nord? Parce que, mon Dieu, qu'on a de la misère à avoir de l'information sur ça. Pour moi, là, c'est un immense marketing de l'État québécois. M. Charest veut absolument éviter que l'on parle des scandales dans la construction et les collusions dans la construction. C'est pour ça qu'il a créé la commission Charbonneau. Il a élagué, on a tassé ça, et là, maintenant, on parle du plan Nord. Mais le plan Nord, ce n'est pas défini, c'est pas clair. Oui, il y a des entreprises, oui, il y a du développement industriel, oui, il y a du développement minier qui va se faire dans le Grand Nord. Il y a énormément d'exploration qui se fait. Écoutez, c'est les trois, honnêtement, là, c'est presque les trois quarts de la province de Québec qui ne sont pas encore exploités. Et il y a beaucoup de choses, tout le monde le sait, au niveau minier, que ce soit le diamant dans les Montiges, que ce soit l'or, bon, etc. Cependant, et là, il y a beaucoup de travail à faire, c'est de concilier les Premières Nations, qui sont peu ou pas impliqués dans le plan Nord. Là, il y a un travail à faire. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'il se fasse quelque chose pour impliquer un peu plus les Autochtones et les communautés nordiques. Et les communautés nordiques, pour moi, là, je m'excuse, mais c'est pas juste, avec respect, là, c'est pas juste Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Chibougamau, là. Pour moi, là, je pense, en tout cas, que l'Abitibi-Témiscamingue, en tout cas, on nous dit tellement au nord que, regardez, on devrait en faire partie. Alors, et ce que j'ai peur, et c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est que quand je vois le maire Labaume avec le premier ministre Jean Charest se rendre au nord, c'est-à-dire à Chibougamau, c'est pas rendu loin, lui, là. Oui, mais justement... c'est que les entreprises développent leur secteur d'activité au sud, permettez-moi l'expression, et vont exploiter au nord. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui reste chez nous après. Et c'est ça, mon inquiétude. Expliquez-moi une chose, M. Lemay. Qu'est-ce que faisait le petit caporal, le petit général, là, Labaume, là, presque... D'accord, il était tellement près de M. Charest qu'on se demandait lequel des deux qui était le premier ministre à un certain moment donné. Qui avait besoin de l'autre? Oui, justement. C'est M. Charest. Oui, alors, il amène M. Labaume, mais le pire, c'est que moi, quand j'apprends qu'ils vont visiter le Nord, ben, je me dis, ils vont se rendre à Coudjouac. Saint-Luc, Inujouac, ils vont aller voir la mine Extrata. Ils vont... Mais pas toutes, ils sont restés à Chibougamau. Oui. Hey, ça, c'est toute une randonnée dans le Nord, là. Écoutez, alors, moi, je vous dis, il y a encore un énorme travail à faire. Oui, il y a... Mais il y a du bon dans ça, M. Lemay, là. Il y a du bon. Parce que moi, là, je vous sens le vieux politicien là, qui refait surface, là. Mais comme analyste politique, M. Lemay, il y a quand même... Il y a une idée derrière ça qui est intéressante pour développer une partie du Québec
qui est très importante pour l'avenir économique du Québec. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est clair. C'est pas vrai que je vais cracher là-dessus, c'est pas vrai. Mais il faut que ça se fasse en partenariat avec ceux qui y vivent. Et c'est là. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre le plan Nord des années 2010-2012 là, et avec le projet Bay James des années 70 de Robert Bourassa? Est-ce que l'impact est le même? Non, je dirais pas que l'impact est le même parce que on voulait électrifier, vous me permettrez l'expression, on voulait électrifier le Québec. On voulait exploiter une ressource naturelle qui est renouvelable, qui est l'électricité. Et le seul endroit au Québec où il y avait encore de ces places énormes, c'était la baie James. Ça a créé énormément d'emplois à la baie James pendant le temps. Ça a fait vivre plusieurs communautés, dont, bien évidemment, plusieurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais quand les travaux de la baie James ont été finis, qu'est-ce qu'il en est resté? Des pylônes et il en est resté des turbines. Alors là, ce qu'on voudrait, nous autres, et on n'est pas plusieurs à le dire, il faut qu'il reste plus que ça en Abitibi-Témiscamingue, du plan Nord. C'est-à-dire que c'est pas juste de bâtir des routes pour se rendre au Mont-Tiche pour aller exploiter le diamant. Il faut qu'on développe tout le tourisme, tout ce qui est le côté forestier, tout ce qui est l'exploitation, tout ce qui est... Et la deuxième et troisième... Et la deuxième, troisième transformation au niveau forestier. Mais également, il faut absolument que les communautés y soient impliquées. On doit s'absenter le temps d'une courte pause. On a, je pense, un tout petit problème, alors on revient immédiatement après. Alors, on revient avec notre analyste politique, M. Marc Lemay. On avait un tout petit problème de micro. Maintenant, voilà, tout est réglé et tout est rentré dans l'ordre. Il y a eu une lettre de M. Landry au Parti québécois qui a paru il y a à peine un mois ou plus. J'aimerais avoir votre opinion sur cette lettre-là. On dirait qu'au Parti québécois, quand tout sommeille lentement, il y a quelqu'un qui vient les réveiller. C'est pour ça que je dis qu'on doit être à la veille de peut-être d'avoir une sortie en quelque part. Ça va trop bien. Là. Il y a une couple de belles-mères qui auraient intérêt. J'ai énormément de respect pour M. Landry, mais je pense que sa lettre était inappropriée. De toute façon, elle n'a pas fait long feu. Hein? Non, c'est mort même lors du Conseil national de la fin janvier. On n'en parlait même plus. Je pense que Mme Marois est bien en selle. Elle est capable actuellement de diriger le Parti québécois. Et là, en fait, depuis l'assassinat politique de Gilles Duceppe, si vous voulez qu'on en parle, on pourra en parler, là, qui avait intérêt à faire ça. Et je pense que là, Mme Marois et le Parti québécois ont intérêt vraiment à s'enligner, comme on dit, et à préparer une prochaine élection. C'est la raison pour laquelle on vient de créer, Mme Marois a créé un comité sur la souveraineté pour étudier les études qu'avaient déjà étudiées les études antérieures sur l'étude de la souveraineté. Alors là, ils vont tout mettre ça ensemble, puis bon, j'espère qu'ils vont accoucher de quelque chose et que ce ne sera pas juste une souris. Et là, moi, je pense... On a fait de ça déjà, monsieur. Oui, je le sais. Des études, il y en a eu en masse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est 12 personnes complètement nouvelles, incluant des artistes, etc. Ça va être intéressant. Mais pour répondre à votre question, je trouve que c'est une... Un coup d'épée dans l'eau? Absolument. OK. La venue de la CAQ et la fusion CAQ et ADQ. J'aimerais ça que vous nous donniez vos... Moi, je vous dirais, la CAQ était bien tout seul. Et... avec l'ADQ, je me pose de sérieuses questions. C'est bizarre, hein? Depuis que l'ADQ a fusionné avec la CAQ, les sondages ont fait en sorte que la CAQ a baissé. Elle a baissé de pas mal. Ben oui, on est passé de 33 à de 35 à je sais pas quoi. On était à 29, là. Le dernier sondage. On était à 35-36. Alors, imaginez, là, et j'ai comme l'impression que la population... On sait c'est quoi un sondage, hein? C'est une photo prise à un moment précis. Et là, la population a regardé ça et s'interroge sérieusement. C'est qui, ça, M. Legault? Et moi, je pose la question à tout le monde. Aimeriez-vous ça, vous, contrairement à Jack Layton, où tout le monde voulait aller prendre une bière avec? Aimeriez-vous ça, aller prendre une bière avec François Legault, vous? Je m'abstiens de répondre, parce que c'est moi qui pose la question. C'est moi qui pose la question. Mais moi, je peux vous dire que plusieurs ne finiraient pas leur bière. Parce qu'il n'y a rien à dire.
Écoutez, il n'y a rien à dire, François Legault, là. Je l'écoute, là, puis honnêtement, là, je fais mes efforts, là. Vous me demandez d'être analyste, je fais mes efforts, oui. je l'écoute. Oui. Je l'écoute, puis il n'y a rien à dire. Comment vous allez abolir les agences de santé, services sociaux? Bien, on va les abolir, après ça, on verra. Comment vous allez faire à Hydro-Québec pour réduire de 4000 personnes? On verra. Vous allez... abolir les commissions scolaires, puis vous allez payer les professeurs l'évaluation. Vous allez faire ça comment, l'évaluation? Savez-vous, M. Legault, qu'actuellement, il y a des parités salariales qui existent entre les professeurs et aussi les dirigeants des commissions? Il faut aller jouer dans les conventions collectives à ce moment-là. Là. Puis on ne peut pas ouvrir une convention collective. Alors moi, je me pose des questions. Je me pose la même question que la population. Actuellement, là, on n'a pas entendu M. Legault, et j'oserais presque dire, mon Dieu, qu'il est drame. Accouche, là, dis-les, puis fais-les. Mais quand vous l'écoutez parler, là, contrairement à Jack Layton, parce que tout le monde fait des parallèles avec Jack Layton, c'est pas pareil, mais pas pareil du tout. Que son parti ne soit pas reconnu à l'Assemblée nationale? Ah, c'est correct. Je pense que c'est normal. Le PQ ne l'a pas été non plus. Les tiers partis ne le sont pas. Qui se promènent à l'extérieur, il y a intérêt à se promener à l'extérieur, puis à venir dans les régions, puis à trouver... Et à annoncer le plus tôt possible des candidats de prestige. Oui, mais il y avait 12 000 CV sur son bureau. 12 000, excusez. 12 000. Je mets un 0. Il y a 1200 CV sur son bureau, mais il n'y en a pas encore nommé. Qui c'est qui siège avec lui? Pas avec lui, mais qui c'est qui a joint son parti? Ce sont des insatisfaits du Parti québécois. Et c'est ça qui m'inquiète, parce que je regarde François Rebello, là. Ça n'a pas été un plus pour la CAQ, ça? Non, mais c'est là que dans les sondages, ils sont mis à perdre des points à ce moment-là. Qui avait intérêt, M. Lemay, à donner un coup aussi bas que ça à M. Duceppe et en définitive, mettre un terme à sa carrière politique? À qui le crime paie? Posons-nous la question. La première réaction, c'est Pauline Marois. La première réaction de tout le monde, c'est Pauline Marois qui avait intérêt à sortir ça. Donc, ça vient d'un proche de Pauline Marois? Excusez-moi, j'ai une petite grippe, là. La réponse, c'est fouillons un peu plus. Jean Charest. Jean Charest, je penserais pas. Alors, qui ne veut pas avoir du tout, en face de lui? Gilles Duceppe, je m'excuse, parce que là... oui, allez. À l'avenir, je ne vous emporterai pas un verre d'eau, je vais vous emporter une bouteille de Buckley, monsieur. Non, on va couper au montage. Non, mais qui avait intérêt à ne pas avoir M. Gilles Duceppe en face de lui dans une conférence fédérale provinciale? M. Harper. Lui, par exemple, il avait tout intérêt. Toute son équipe... Vous, après me dire que ça pourrait venir du fédéral? Absolument. Et ça vient... Puis vous me dites que ça ne peut pas venir du côté de Mme Marois? Bien, le problème, c'est vrai, vous avez raison que ça fait intérêt. Ça fait l'affaire de Mme Marois qui a tassé, qui a vu Gilles Duceppe se tasser. Mais qui ne veut pas avoir... Imaginons, une seule seconde, une seule. Gilles Duceppe en face de Stephen Harper dans une conférence fédérale provinciale sur la péréquation. Oh, il n'aurait pas trouvé drôle, c'est sûr. Ça, c'est certain. Imaginons Gilles Duceppe, premier ministre du Québec, dans une conférence fédérale provinciale sur la santé. Je peux-tu vous dire que les fédéraux n'avaient pas intérêt à l'avoir là, lui-là? Là? Ils ne veulent pas l'avoir là? Et ils ont tout fait. Parce que... Mais le groupe de Mme Marois n'avait pas intérêt à le voir là non plus. Non, mais Mme Marois ne connaît pas comment ça fonctionne à Ottawa pour les comptes de dépenses, pour l'embauche du personnel. M. Charest, peut-être un petit peu parce qu'il était à Ottawa dans les années 90, mais moi, je peux vous dire, c'est bizarre, comme par malheur. Il n'y a aucun ministre du gouvernement actuel de M. Harper, il n'y a aucun député du gouvernement actuel de M. Harper qui est autorisé à prendre la parole, à faire des conférences de presse, à faire des déclarations s'il n'a pas obtenu l'autorisation du bureau du premier ministre. C'est bizarre que le dimanche matin, 9 h, Maxime Bernier, dans toute sa splendeur, était disponible pour dire, et je cite, « C'est honteux, ça n'a pas de bon sens, comment ça se fait, on n'aurait jamais laissé passer... » Hey, Maxime, ici la Terre, qui t'a donné le mandat d'aller répondre aux questions?
Ta commande, elle vient de où? Sinon, du bureau du premier ministre. Et c'est clair, plus on l'analyse, plus on le regarde, plus ça vient du fédéral. Et là, il commence à se rendre compte, après l'étude du comité sur la procédure de la Chambre, que là, oups, ils sont peut-être allés trop loin. D'accuser M. Duceppe, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. C'est pas illégal. C'est pas moi qui le dis, là. C'est le comité. Ce n'est pas illégal. C'est peut-être pas trop moral, mais c'est pas illégal. Et là, vous me dites que tout le monde le fait? Ah oui. Ce que Gilles Duceppe a fait de payer à même Michael Ignatieff a payé son chef de cabinet. Michael Ignatieff a payé des adjoints du bureau du Parti libéral à même son budget. Mais pourquoi que ça sort pas, ça, d'abord? Ben voilà. Vous êtes le seul à le dire, là. Non, mais ça a sorti. Mais le problème, et j'ajoute, pour ajouter en plus à votre interrogation, M. Gardner, parce qu'on parle de lui, Marie-France Charbonneau, parce qu'on parle d'elle, qui était embauchée par M. Duceppe à son bureau à Ottawa, s'est annoncé depuis août 2004. Pas 2014, pas 2011, 2004. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que M. Duceppe a à son emploi Pierre-Paul Leroy, Gilbert Gardner, François Leblanc, Marie-France Charbonneau, Moret, je peux tous vous les nommer là, parce que j'ai vécu avec. Et tout le monde le sait. Gilbert Gardner est à Ottawa à toutes les semaines, le lundi après-midi jusqu'au jeudi matin. Il est au bureau de Gilles Duceppe. Tout le monde se rend compte. Ah, il a le droit de faire ça. Ben oui. Et là, ils viennent de s'en rendre compte au comité de la procédure. C'est pour ça qu'ils veulent étudier un peu plus loin. Mais pourquoi d'abord que ça a été aussi loin que, bon, ça va y coûter cher, il va falloir qu'ils remettent peut-être 1 million d'argent, etc. On en a tellement entendu parler. Fait que si lui était illégal, les autres avant, il l'était. Donc, les autres auront à payer aussi. Et tout le monde doit se poser les mêmes questions. Ben oui. Et je peux vous garantir, et je vous l'assure, et j'en suis profondément convaincu, que vous n'entendrez plus parler de ce dossier-là avant un bout. Mais déjà, on en a entendu parler. Vous avez la presse qui s'est énervée un peu avec Bellavance. Puis là, Bellavance s'est énervé à faire un article. Puis là, on lui a dit, hey, Bellavance, regarde au-dessus de ton nez, là. Parce que regarde qui au NPD, regarde qui au Parti libéral et regarde qui au Parti conservateur. Écoutez, il y a moins de monde. OK, au bureau du Parti conservateur qu'il y en a dans le cabinet de M. Harper. Et c'est eux autres qui dominent. On va... Hein? On va revenir là-dessus, hein? Oh oui, on va revenir. Mais non, mais c'est parce que... C'est ça, là. Votre rôle, c'est ça, M. Lemay. C'est d'analyser les situations. C'est exactement ça. Et je peux vous assurer que personne ne peut me contredire là-dessus. On l'a regardé. Tout le monde l'a regardé. J'étais moi-même surpris. J'ai dit, qui a intérêt? À qui le crime profite-t-il? Et la première réaction de tout le monde, ça a été Pauline Marois. Un petit peu plus loin. Ben pourquoi? C'est elle, c'est sûr. Elle se débarrasse de ce gars-là. Pas sûr, moi, que ça faisait son affaire. En tout cas, Monsieur Lemay. On n'a pas beaucoup de temps, je le sais. Pas beaucoup de temps. On trouve des bouts au montage. Vous, le projet de loi C-30, vous savez c'est quoi? Absolument. Le projet de loi C-30, le projet de loi C-10. Alors, C-10, on le sait, là, il est en train d'être étudié. C'est lui qui va augmenter la criminalité et qui va augmenter les sentences. Bon. Mais C-30, lui, c'est un projet de loi qu'on avait déjà commencé à étudier l'année dernière à Ottawa et qui prévoit, et on était d'accord au départ, qui prévoit de donner aux forces policières la possibilité sans mandat, de perquisitionner pour aller chercher de l'information sur des cyberprédateurs, sur des pédophiles par Internet, etc. Là, on a peur que ça fasse trop large. Le problème, c'est que quand on a regardé le projet de loi qui vient d'être déposé, qui s'appelle le projet de loi C-30, hey, Vic étant le ministre Vic Taze, we have a problem. Parce que c'est pas ça qu'il y a dedans, là. Là, vous permettez à tous les policiers de faire enquête sur n'importe qui, sur n'importe quoi sur Internet. Dans les sources journalistiques. Et le pire, c'est que Vic Taze, le bon ministre Vic Taze, était même pas au courant de tout ça. Il dit non, c'est juste les cyberprédateurs. Vous êtes... pas vrai, ça. Vous n'êtes plus député, là, monsieur... Non. Monsieur non, ben là, je ne suis pas député, non. Pourquoi? Il y a quelque chose dans votre arrière-pensée qui m'inquiète. Soyez pas inquiète.
Pension de sécurité de vieillesse, on va faire un petit peu de coq à l'âne. M. Harper a fait une déclaration. Il ne l'a même pas fait chez nous seulement. Non, il l'a fait à Davos. C'est ça, il est en Suisse. Et non pas au Japon. 65 ans, on la passe à 77 ans. Votre opinion sur ça? Ben, moi, je pense qu'il est temps qu'on se pose des questions sur l'avenir des régimes de retraite, non seulement au Canada, mais également au Québec. Je pense que, écoutez, tous les pays d'Europe, la retraite est maintenant rendue à 66, même 67 et même 68. Je ne dis pas, mais là, je vais faire attention à comment je vais le dire, là. Écoutez, là, ça ne peut pas se décréter. Arrêtez-vous, là, paniquez pas personne. Ça n'arrivera pas demain matin. On parle de 2025. On parle de 2000. Moi, je commencerai à étudier ça d'ici 2015, 2017 et y aller par étapes. Oui. Mais y aller par étapes. OK. On n'a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'on travaille de plus en plus tard, on travaille de plus en plus âgé, et en plus de ça, écoutez, l'expectative de vie a augmenté. Écoutez, avant, c'était 70, on est rendu à 78. En 1965, c'était à 70 ans. C'est là qu'on l'a baissé à 65 ans. Et voilà. Alors, moi, je dis qu'il est temps qu'on recommence ça. Mais là, pour ceux qui sont sur leur pension de vieillesse, arrêtez, là, parce que tout le monde a paniqué. Non. Alors, même, il y en a qui pensaient que c'était là, aujourd'hui. Ben oui, mais non. Et là, moi, je vais avoir 65 ans, je n'aurai pas mon chèque. Là. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, moi, je pense que ça prend des études, mais c'est clair que le gouvernement n'a pas le choix, s'il veut que dans 20 ans ou dans 30 ans, vous puissiez, vous qui êtes jeune encore, recevoir une pension de vieillesse, bien, il n'y aura plus rien dans le fond, là. Fait qu'il faut absolument... Et personnellement, je trouve ça normal qu'on s'interroge et je trouve ça normal qu'on revoie ces régimes de retraite-là et pousser la retraite, l'âge de la retraite à 66, 67, mais en 2015-2020. Et qu'on y aille par étapes et que ça soit annoncé d'avance, puis etc. Et ça devrait être la même chose au Québec. Et moi, je pense que ce qui va coûter cher, et je vous le dis, on pourra en reparler, mais ce qui va coûter très cher au Québec, c'est les régimes de retraite des entreprises. C'est sûr. Il y a vraiment là un problème énorme. Il y a un trou dans les caisses de retraite. Oui, parce qu'on a fouillé dans les villes d'Amos, oui. dans les villes de Rouen plutôt, dans les villes d'ailleurs. Il y a beaucoup de villes qui n'ont pas les moyens de rembourser les caisses de retraite. C'est ça, exactement. Et ça va faire mal. Monsieur Lemay, gouverneur général du Canada. Vous étiez-vous... On va prendre une goutte d'eau. Je pense que ça vous prendrait du sirop. Après 5 ans, est-ce que vous étiez au courant, vous, personnellement, là, quand vous siégiez à Ottawa, est-ce que vous étiez au courant qu'après 5 ans, on continue à payer notre gouverneur général du Canada, qui est exempt d'impôts, à 100 de son salaire, puis si cette personne-là décède, on va leur donner 50 aux survivants, non imposables toujours. C'est une honte. Mais c'est vrai, ça existe, on le savait. Et le Bloc a essayé de le sortir depuis très longtemps, mais ça passait pas. Regardez les médias, là, ça a pris Louis Plamondon pour réussir à le sortir en plein, parce qu'on parlait des retraites. Oui. Alors, et là, écoutez, quand on parle de Mme Jean qui va recevoir une pension, elle a 52 ans, elle a pris sa retraite, en plus d'être payée par l'UNESCO actuellement pour représenter l'UNESCO à Haïti, qui est payée un très gros salaire, elle reçoit 130 000 clair d'impôts. Oui, c'est non imposable. C'est inadmissible. Inadmissible, ça n'a pas de bon sens. La reine d'Angleterre, il paraît que le gouverneur général, il représente la reine. La reine paye ses impôts. Elle paye ses impôts. Alors, c'est même elle qui a dit « Je veux payer des impôts à mon État ». Et le pire là-dedans, c'est que ce que le monde ne savent pas, c'est que le monde ne sait pas que le gouverneur général, il est payé 130 000 clair par année, mais en plus de ça, il est logé, nourri, ça ne lui coûte rien, il a son fonds de retraite, il a toutes les voitures, tout, là, ça ne lui coûte rien. Il se déplace en challenger du gouvernement fédéral, il se promène partout dans le monde, il représente le Canada. J'ai rien, moi, je regarde, ils veulent ça le Canada, bon, qu'ils vivent avec. Mais qui paye ses impôts, c'est le minimum. Qui paye ses impôts, c'est le minimum. Il ne travaille plus. Il n'a plus besoin d'avoir un salaire. Mais... Vous, retirez-vous encore votre chèque de paye comme député fédéral? Non. Ah ben oui, mais vous devriez aller avec une petite pancarte en avant du Parlement, dire « Je veux ». Mais on ne l'aura pas. Parce que c'est prévu par les règles. Mais moi, je vous dirais, ce qui n'est pas normal, c'est que dès l'instant où il termine... C'est fini. Bonsoir. Merci beaucoup. Où il reçoit la moitié, où il reçoit... Non, pas en tout. Il faut qu'il revienne. Une pension. Mais il a fait 5 ans, M. Lemay. Allez dans une entreprise, vous, pendant 5 ans. Personne. Il n'y a personne. Écoutez, les députés fédéraux,
à Ottawa qui n'ont fait que 5 ans, n'ont qu'une seule chose, à savoir 1 mois de salaire par année de service. OK. 1 mois. OK. 1 mois. OK. Alors, par année de service, Qui fasse pareil avec les pareil. Ça vient de cette année. Régis des armes dépôts. In nomine Patris et Filius et Spiritus Sanctus. Vous n'avez pas Il est mort. participé à la fête donnée en cette honneur? Non, je n'ai pas participé à la fête. Je n'aurais pas participé non plus. M. Harper a fait un beau discours. Vous trouvez ça? Là? Ben, écoutez, c'est une promesse. Moi, là, promesse électorale, oui. C'est une promesse mais électorale. Des petits sandwichs, par exemple, le soir. Non, ça, c'est pas correct, c'est clair. Mais c'est une promesse électorale. Les conservateurs ont dit qu'ils le feraient. Ils l'ont fait. C'est sûr. C-19 est passé. Il n'y a plus de registre d'armes dépôt. Ce que je trouve déplorable, et ça fait vraiment mal, ce que je trouve déplorable actuellement, c'est qu'on n'ait pas la décence de garder les archives, les registres, qu'on puisse les donner du registre des armes à feu. Quand il sera sanctionné, on détruit tout. C'est ça. Et ça veut dire, puis là, arrêtez que personne n'essaie de me faire croire que le gouvernement du Québec va remettre ça en place. Arrêtez ça. Ça coûte 1 milliard mettre ça en place. Mettons qu'au Québec, ça coûterait... Ça pourrait coûter 500 millions, 500 millions? Non, 200. Non? 200 millions? Autant. OK. Oh, ça arrange pour 200 millions, mais il faudra partir en neuf. Oui, mais ça n'a pas de bon sens. Jamais. Au Québec, on va faire ça? Hey, on a le viaduc de la Concorde, puis on a le viaduc de Montréal, puis on a les paralumes de l'autoroute Ville-Marie, puis on a les hôpitaux, puis on a le CHUM à payer. Pensez-vous qu'on va payer pour un registre? Ça va lever, là. Je vous jure que ça va lever. C'est clair. Et M. Dutil dit on va contester. Tu vas donner quoi? Moi, je suis avocat dans mes temps libres là, de ce temps-ci. Là. Je suis revenu avocat. Là. Je ne sais pas sur quelle base il peut contester. Ben, on a payé à moitié, on a payé le corps, fait qu'on a avoir parce qu'on a payé pour avoir ça. Ouais. Puis, ça appartient au gouvernement fédéral, c'est de juridiction fédérale. Et le registre des armes à feu, ça prend des données. Si tu les as pas, c'est fini. Très vitement, M. Lemay, Ottawa officialise son retrait de Kyoto. Ah, ça, c'est la pire erreur. Ça, c'est clair. Écoutez, ça, c'est clair. Je trouve ça inadmissible. On n'a pas de politique sur l'environnement au fédéral. Ça n'a pas de bon sens. On devient alors qu'on était un des leaders sur la protection de l'environnement à travers le monde, avec respect pour M. Dion, qui en a fait son cheval de bataille, qui est l'ancien chef du Parti libéral, Stéphane Dion, en avait fait son cheval de bataille. Il avait tenu une conférence au niveau international à Montréal en 2005 pour l'accord. Et là, on devient un cancre de la classe. Tout ça aujourd'hui, pour une seule chose, pour pouvoir sortir nos sables bitumineux, pour pouvoir sortir du pétrole de ça, puis c'est en train de détruire le quart de la superficie du nord de l'Alberta. C'est effrayant. Quand je vois ça à la TV, moi, 30 secondes, M. Lemay. Post Canada, 53 des sacrifices au pays ont été effectués au Québec. Est-ce que ça dit tout? Ça dit tout. Okay. Ça dit tout, c'est clair. Et très vitement, 10 secondes? Oui. Et ici, j'ai un courriel, un fil de presse. Marc Lemay croit au retour en force du Bloc québécois. Ça va, je vous dirais, là, ça va dépendre de la force du PQ au Québec. Okay. Et de la faiblesse du nouveau chef du NPD. Parce que la prochaine fois que nous, on va se revoir, il va y avoir un nouveau chef du NPD. Oui. Ça va dépendre de sa force. Si vous n'êtes pas déjà en politique. Merci beaucoup, M. Lemay. Puis on va sûrement se revoir parce que c'est très intéressant. Merci à vous. À la prochaine. C'est bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission dont on s'en parle. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.